BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir, bienvenue dans la grande interview. On va parler de prix alimentaires, on va parler d'inflation. Est-ce que les prix alimentaires vont baisser dès le mois de février? En tous les cas, c'est la promesse de Michel-Édouard Leclerc. Là, on va en parler avec le big boss de la Fédération du commerce et de la distribution, Jacques Cressel. Bonsoir, Jacques Cressel. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Tiens, j'en profite pour dire que vous êtes aussi le patron de la Fédération mondiale de la grande distribution, puisque vous partez jeudi à New York, où il y a un big show, il y a le big show de Las Vegas. Évidemment, là, il y a le Big Show du commerce. Et le Big Show du commerce à New York. Oui, tout à fait, avec 40 000 personnes. Moi, je préside la fédération à cette occasion-là, avec un conseil d'administration, avec une cinquantaine de personnes représentant quasiment le monde entier. Il y a des fédérations d'absolument partout. Mon vice-président est australien, mon trésorier est chinois. Et on va parler intelligence artificielle, on va parler décarbonation, on va parler de tous ces sujets qui sont en train de transformer totalement le commerce. Est-ce que vous allez parler aussi de pouvoir d'achat, d'inflation? Est-ce que les débats qu'on a en France, qu'on va avoir tout de suite, Jacques Cressel, est-ce qu'ils sont aussi forts aux États-Unis, en Australie Alors, ils sont complètement différents parce que les systèmes sont différents. Ce qui est la même chose, et on en parle chaque année, ce sont les relations qu'il y a entre les distributeurs d'un côté et les grands industriels de l'autre. Ça prend des formes différentes. En France, on fait des lois, ils nous regardent tous en se disant que c'est un peu n'importe quoi, mais ça prend d'autres formes et les relations sont aussi compliquées ailleurs parce qu'il y a clairement quelques grands industriels qui veulent faire en sorte de protéger leurs marges. Oui, évidemment, c'est un sujet qu'on connaît bien. On va en parler du fameux boycott, l'arme fatale, mais peut-être aussi une arme à double tranchant. Jacques Cressel, quand même, ancien numéro 2 du MEDEF, vous dirigez aujourd'hui une des plus grosses fédérations du MEDEF. Je crois que vous avez même passé votre après-midi, je sais pas, c'était un comité exécutif au siège du MEDEF. Gabriel Attal à Matignon, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les chefs d'entreprise? Écoutez, on verra, on va voir ce qui va se passer. A priori, oui, l'a priori est très clairement positive dans la mesure où Gabriel Attal, dans son court passage au ministère de l'Éducation nationale, avait très clairement dit qu'il voulait travailler avec les entreprises. C'était le premier ministre de l'Éducation nationale à venir au MEDEF, parler devant les chefs d'entreprise. Donc c'est le signal qu'il considère que l'ensemble des entreprises sont des acteurs avec lesquels il faut travailler, avancer sur des sujets compliqué comme l'éducation. Donc il y a plein d'autres sujets. On est persuadé qu'il va avancer et donc on lui fait confiance. Plutôt une bonne nouvelle. Vous ne redoutez pas une inflexion de la politique? Il y a toujours des doutes pour savoir, si Bruno Le Maire va rester, on n'en sait toujours rien, à Bercy. Et puis deux, est-ce qu'une petite inflexion peut-être de la politique d'offre du président de la République? Nous espérons que cette politique sera non seulement continuée, poursuivie et même amplifiée. On verra si effectivement Bruno Le Maire, avec lequel on travaille de manière extrêmement étroite depuis pas mal d'années, continuera à être à Bercy. La chose qui est certaine, c'est que la situation de la France, qui est une situation dans laquelle nous avons un retard de compétitivité, elle ne va pas bouger. Et donc, il va falloir faire en sorte qu'on s'adapte par des réformes et en diminuant nos coûts. Oui, justement, vous parlez de Gabriel Attal au MEDEF. J'avais la chance de l'interviewer. Et il disait qu'il avait besoin des entreprises, notamment pour les élèves en seconde, pour les fameux stages. C'était un exercice compliqué. Mais en tous les cas, il avait fait ce geste de venir, ce que lui avait reproché certains syndicats de l'éducation nationale. En même temps, c'est assez normal. Les élèves, par définition, ensuite, ils ont vocation à trouver un travail. Pour qu'ils aient un travail, il faut qu'ils soient le mieux formés possible. On sait qu'on a quand même quelques petits problèmes dans notre pays. Si on veut atteindre le plein emploi, dont parlait récemment le président de la République, Bruno Le Maire, encore hier, il a dit ses priorités, le plein emploi, ça suppose effectivement qu'il y ait le meilleur système de formation initiale possible. On sait que la compétition entre les nations aujourd'hui, elle se fait notamment sur l'éducation. Alors le 31 janvier, il y a un calendrier assez serré, c'est les fameuses négociations commerciales. Le gouvernement les avait précipitées, Bruno Le Maire les avait précipitées. C'est la fin normalement. Alors 98% du travail est déjà fait, mais c'est auprès des PME. Reste les 2% qui représentent, je crois, à peu près 80% de votre chiffre d'affaires, enfin de la grande distribution. On voit que c'est très compliqué, que pour l'instant c'est le grand flou. Il y a des mesures de boycott quand les négociations n'arrivent pas. On a vu Carrefour avec Pepsi, mais il y a eu Ferrero, il y a eu Systémie aussi qui avait brandi ces termes-là. Les négos commerciales 31 janvier, ça sera bouclé ?
Ça sera bouclé, on n'a pas le choix, il faut les boucler d'ici... à chaque fois, on peut proroger d'une journée, quelques jours. Non, parce que le système a en plus changé. C'est-à-dire que désormais, il y a une nouvelle loi qui est arrivée qui dit que si à la fin des négociations, il n'y a pas eu d'accord, à ce moment-là, l'industrie elle a le droit purement et simplement d'arrêter de livrer. Donc c'est dans des conditions pas totalement claires juridiquement, mais donc on a encore un nouveau système compliqué qui existe nulle part au monde. Bon, ce qui est certain, c'est qu'on va aboutir et qu'aujourd'hui, on a des grandes entreprises qui jouent la montre. Oui. Elles jouent la montre en se disant... Elles ont intérêt à arriver au 31 janvier sans accord. Oui, elles ont intérêt et pas intérêt, parce que très franchement, aujourd'hui, les grandes marques se vendent moins bien que les marques de distributeurs. Elles ont aujourd'hui une image qui diminue, qui est mauvaise, de plus en plus mauvaise. On voit bien que ce sont elles qui ont été en grande partie responsables de l'inflation. On voit bien qu'elles refusent depuis des mois et des mois toute baisse, alors même que celles-ci sont justifiées. Et donc, il y a un moment où il va falloir qu'ils redeviennent raisonnables. Je sais bien qu'il y a des entreprises qui ont, de PepsiCo, qui a 56% de rentabilité des fonds propres, qui veuillent les garder, je veux bien, mais il y a un moment où il faut arrêter et faire en sorte qu'il y ait des accords normaux qui soient signés de façon à faire en sorte que on arrête avec une inflation qui n'est aujourd'hui plus du tout justifiée. Oui, on va revenir là-dessus. Juste, je réalise soudain que cette histoire de boycott, elle est aussi c'est une arme fatale, mais c'est peut-être une preuve de faiblesse aussi, parce que si au 31 janvier, Carrefour n'a pas négocié des prix avec Pepsi. Alors certes, d'ici là, il n'y a pas de Pepsi, il n'y a pas de Lipton, il n'y a pas de beaucoup de produits qui sont plus dans les rayons Carrefour. Mais au 31 janvier, donc, Pepsi pourrait décider de ne plus livrer Carrefour. Par définition, je ne commande jamais un cas particulier d'une enseigne, etc. Oublions les exemples. D'une manière générale, nous, auditeurs, les spectateurs, on l'a en mémoire. Il y a toujours eu, historiquement, des moments où une enseigne, une grande marque ont effectivement des difficultés. Ça fait partie de la négociation. À un moment, on finit par trouver un accord. Au moment de la fin des négociations, plus tard. Mais c'est quand même un symbole. C'est le symbole que les enseignes ne peuvent pas accepter n'importe quoi. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y en a, il y a des grandes marques, autres que celles que vous citez, qui sont arrivées dans la négociation, qui l'ont dit dans la presse en disant « Moi, je veux une augmentation de 7, de 10%. » Danone. Eh bien, quand on est à 7 et 10%, alors que la matière première a baissé, ou qu'il n'y a aucune matière première dans un litre de boisson gazeuse sans sucre, eh bien, il n'y a aucune raison qu'il y ait des augmentations, d'autant plus que le coût de l'énergie a plutôt baissé par rapport à l'année dernière, les emballages ont baissé, toute une série d'éléments, le fret a baissé, il y a toute une série d'éléments qui justifient une baisse, et aujourd'hui on voit que certains qui ont promis des hausses de marge dans les années qui viennent, très clairement, n'ont qu'une seule et unique ambition, augmenter encore leur marge au détriment des consommateurs. C'est pour ça qu'il y a de temps en temps des tensions, mais ces tensions, naturellement, elles seront levées. Le boycott, vous êtes pour ou contre? Est-ce que c'est une arme comme une autre? C'est une arme. Vous êtes Carrefour, comme une autre. Ou vous êtes Michel-Édouard Leclerc qui dit non, les boycotts, ça sert à rien. C'est une arme comme une autre qui est utilisée régulièrement par tout le monde, par les industriels, qui de temps en temps, je vous le rappelle, l'année dernière, refusaient de livrer, comme par les distributeurs de temps en temps. C'est encadré par la loi, c'est tout à fait normal. Faut rappeler quand même qu'un magasin n'a pas l'obligation de mettre tous les produits. Il choisit les produits qu'il vend, et donc pour cela, il choisit ceux avec lesquels il a envie de contracter. Le 31 janvier, vous pensez qu'il y aura un accord? Le 31 janvier, il y aura des accords quasi pour l'ensemble. Ça va se traduire par quoi? Voilà. Ça va se traduire par nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait globalement des baisses de prix suffisamment nombreuses et suffisamment significatives pour équilibrer des hausses qui existeront sur d'autres produits. Il y a des produits pour lesquels, je sais pas, le chocolat, le prix a monté, de la matière première a monté. C'est normal qu'il y ait des augmentations. Ouais. Il y a des produits comme tous les produits à base de céréales, l'huile, les pâtes, là les matières premières ont baissé et donc c'est normal qu'il y ait des baisses. L'important c'est que les deux s'équilibrent pour qu'on soit aux alentours de zéro, c'est-à-dire il y aura sans doute une petite inflation. L'important, c'est qu'on ne soit plus dans cette inflation
générale et que les Français voient des baisses de prix significatives. Tiens. Il n'y aura pas une baisse globale des prix, il y aura des baisses de prix. Je voudrais qu'on fasse entendre Michel-Édouard Leclerc, qui était l'invité lundi matin d'Apolline de Malherbe. Alors, ce qu'il disait, en tous les cas, c'est qu'il voulait ramener l'inflation alimentaire dans la moyenne de l'inflation. Aujourd'hui, l'inflation alimentaire, c'est 7,1%, enfin, au mois de décembre, selon l'INSEE. Il faudrait que ça soit pas plus de 2,5%, je le cite, à 3%. Dans l'ensemble, les industriels, a-t-il ajouté, ont compris qu'il avait fait une belle connerie. Je cite Michel-Édouard Leclerc. Oui. Vous n'êtes pas obligé de reprendre l'expression, Jacques Ressel. Non, je pense que certains ont compris que d'avoir augmenté trop les prix, c'était traduit par une baisse des volumes. Mais aujourd'hui, visiblement, tout le monde n'a pas encore complètement compris. Ouais. Et donc, j'espère que ça va arriver. Mais malheureusement, certains se disent qu'ils préfèrent sacrifier les volumes et avoir des hausses de prix extrêmement fortes encore, ou ne pas baisser leurs prix. Ça, c'est quelque chose qui est anormal. Et donc, c'est pour ça que nous on souhaite quand même depuis un an qu'il y ait des baisses de prix. Pendant un an, ils ont refusé en nous disant les baisses de prix, on fera ça au moment des négociations. Et maintenant, au moment des négociations, certains disent ah ben non, c'est pas possible, ça n'est pas justifié. Si, c'est justifié. Encore une fois, pas pour tout, mais pour suffisamment de produits pour faire en sorte qu'au total, on arrive à peu près équilibré et qu'on arrive entre 0 et 2% de résultat final. Oui, est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu arroseur arrosé? Je m'explique. Effectivement, là, vous dénoncez les fameux 2%. Qui représente 80% de votre chiffre d'affaires dans la grande distribution. C'est un peu plus de 2% quand même les volumes. Oui. Ah bon, c'était ce que disait... c'est 2% des entreprises. Oui, c'est ça, je disais 2% des entreprises représentent 80% du chiffre d'affaires. Oui, c'est ça. Et en même temps, vous avez... il y a combien de centrales d'achat aujourd'hui? Enfin, aujourd'hui, il faut le dire vite parce que ça va encore diminuer. Mais... Il y en a 8 ou 9. Oui, donc c'est très très peu. Donc vous-même, mais il y en a, vous resserrez énormément aussi l'entonnoir et vous mettez une pression incroyable sur les petites entreprises. Les choses se passent à l'envers. Produit par produit, par produit. Vous avez en moyenne... donc par catégorie de produits. Je sais pas, vous prenez les produits infantiles, les produits pour bébés. Vous avez 1, 2, maximum 3 grands industriels qui font le marché. Face à 8, 9 centrales d'achat. Ce sont eux qui posent problème parce qu'ils ont une capacité à orienter les prix. Mais on est bien d'accord. Mais vous-même, vous, de l'autre côté, par rapport aux milliers de PME qui sont en face de ces 8-9 centrales d'achat, elles subissent votre loi. Et vous subissez la loi des grandes entreprises. Vous voyez, c'est ça que je voulais dire. C'est qu'en fait, c'est la preuve, c'est que d'une manière générale, les négociations se passent bien avec les PME, qu'elles arrivent avec des demandes inférieures à celles des grandes marques. Et n'oubliez pas une chose, c'est que les PME, elles font 95% de la production des marques de distributeurs. Et donc, en réalité, on travaille beaucoup avec elles sur les marques de distributeurs qui, elles, ont augmenté en volume de manière extrêmement forte et avec lesquelles, ces PME, globalement, les relations sont bonnes. Et donc, c'est pas là qu'il y a le problème. Notre problème essentiel, il est avec 10, 15 grandes marques. Est-ce qu'on verra une baisse des prix le 1er février ? On verra des baisses de prix progressives parce que mais il y aura des baisses de prix. Il y aura des baisses de prix, mais ça, c'est à chaque enseigne. C'est pas le patron de la fédération qui peut dire ce qui va se passer. Tout remonte à vous, Jacques Ressel. Non, tout remonte pas à moi et le droit de la concurrence m'interdirait même de rentrer dans le détail de tout ceci. Oui. Ce qui est par contre certain, c'est que ce que disent l'ensemble des entreprises, c'est qu'il y aura des baisses et que ces baisses, progressivement, elles se mettront en place. Et après, il y a les politiques commerciales des enseignes qui font que ils le mettront en place quand ils le jugeront nécessaire. Oui, parce que Thierry Cotillard, lui, c'est le patron des 3 mousquetaires, Intermarché, Netto, et là où je passe ma vie, Bricomarché. Voilà. Donc, des baisses de prix dans les rayons pour la première fois depuis 3 ans. Vous y croyez donc ? Ah oui, bien sûr. C'est ce que je vous disais. Il y aura des baisses de prix significatives sur beaucoup de produits, mais il y aura aussi des hausses sur d'autres produits. L'ensemble aboutira à quelque chose qui sera aux alentours de 0 à 3%. On verra le résultat final. Vous avez plein d'incertitudes. Le cours du sucre s'est cassé la figure littéralement depuis quelques semaines. Qu'est-ce qui va être anticipé sur tous les produits sucrés, sur toute une série d'éléments de ce type-là? Ça dépendra globalement. Il y aura sans doute une légère inflation. C'est ce que disait Michel-Édouard Leclerc. Aujourd'hui, on va vers une inflation globale à 2-3%.
on devrait au maximum être aux alentours de 2-3% d'inflation. Donc l'inflation alimentaire va rentrer dans le rang. Exactement. Si vous mais par contre, il n'y aura pas, contrairement à ce qui a pu être dit, de baisse de prix globale généralisée. Il y aura beaucoup de baisses de prix dans les rayons qui se verront. Est-ce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, les vrais dirigeants de la France, ce sont les 4 dirigeants des grands magasins, des grandes distributions? Non, tout simplement, c'est la vie de tous les jours. On va chercher le mot c'est la vie de tous les jours. Oui, donc c'est pour ça que vous les invitez beaucoup. On a la chance d'être très souvent dans les médias parce que ça intéresse les Français, que l'inflation, notamment alimentaire, a quand même été le sujet numéro 1 des Français depuis 18 mois. Ouais. Casino. Est-ce que ça va, donc le fait que Casino, notamment tous les hyper, vont disparaître, en tout cas vont passer soit sous la bannière Trois Mousquetaires pour l'essentiel, soit sous la bannière Système U. Est-ce que... Auchan, parce que non, c'est Serge Papin qui l'a annoncé ici même, à votre place, lorsque j'ai interviewé ex-Système U, et justement maintenant c'est lui qui gère ça chez Auchan. Ça change quand même beaucoup la donne, non ? Oui, mais bon, d'abord, je ne fais pas de commentaires là aussi sur des sujets d'entreprise. Ensuite, c'est à chaque entreprise de gérer effectivement la façon dont ça se fait. Ça modifie les équilibres et vous êtes un tout petit peu le garant de cet équilibre dans la grande distribution. On est un pays dans lequel il y a moins de concentration que dans d'autres pays autour de nous en matière de distribution. Donc ça, effectivement, ça change un peu la donne. Pour autant, on voit bien qu'on a encore un paysage dans lequel, et vous les recevez suffisamment pour voir à quel point la concurrence joue de manière extrêmement forte et beaucoup plus forte que dans le domaine industriel très souvent. Ça va concerner combien de personnes vous savez, l'impact social sera... il revient aux entreprises qui rachètent effectivement les magasins de vous le dire. Naturellement, je n'ai pas d'éléments sur ce point. Oui. Et si jamais le siège social ferme à Saint-Étienne ? Pas de commentaires sur tout ceci. Est-ce qu'il y a vous observez on a vu Habitat là encore très récemment, est-ce que vous observez dans la distribution une hausse des faillites ? Oui, il y a très clairement, mais assez localisée. On voit bien qu'il y a des secteurs qui souffraient depuis longtemps, comme l'habillement, et qui souffrent de plus en plus parce qu'ils cumulent toute une série d'éléments. Il y a des fragilités financières liées à la crise. Il faut bien voir que le commerce, il a subi depuis quelques années la crise des gilets jaunes, la crise du Covid, les manifestations en tout genre dans ces dernières années, la crise en Ukraine. Tout ça, ça veut dire que beaucoup n'avaient pas les reins assez solides pour survivre. Et quand en plus dans l'habillement, vous avez par exemple le développement du marché de l'occasion, qui est passé de 3 à 20% du total, plus certaines marques du type Primark et autres qui font qu'elles prennent des parts de marché aux autres, eh bien vous avez une partie du marché qui disparaît. Et malheureusement, ça se traduit par des fermetures qu'on a vues dans l'habillement, on le voit dans le meuble. De la même façon, il y a des secteurs plus fragiles que d'autres. Et est-ce que vous attendez à d'autres gros dossier comme celui qu'on... Nous, on est persuadés que le commerce est un secteur fragile. C'est pour ça qu'on avait demandé la création du Conseil national du commerce. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a fait toute une série d'études qui montrent que la décarbonation, la digitalisation, l'intelligence artificielle vont nécessiter un doublement des investissements pour survivre dans les années qui viennent. Mais le problème, c'est que, comme les marges ont plutôt tendance à se réduire, dépenser plus de manière obligatoire quand vous avez des marges qui se réduisent, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Donc c'est pour ça qu'on considère que le commerce, qui est quand même le premier secteur économique français, c'est 3 600 000 emplois, devrait être un tout petit peu plus en haut des priorités du nouveau Premier ministre, au même titre que l'industrie. Aujourd'hui, on ne parle que d'industrie. Il faut bien voir que dans les territoires, globalement, ce qui fait l'équilibre social, c'est le commerce.
Et vous demandez un ministre du Commerce, parce qu'il n'y en avait pas finalement. Si, Olivia Grégoire, c'est beaucoup occupé du commerce et elle l'a fait de manière tout à fait remarquable avec Bruno Le Maire. Comme il y a un ministre de l'Industrie, une ministre du Commerce. En tous les cas, c'est ce que... Écoutez, ça serait une très bonne idée. En tout cas, on souhaite que Olivia Grégoire puisse continuer à ce poste, si c'est le cas. Et en ayant que le commerce, ça serait encore mieux. Voilà, c'est ça. Elle fait le PME, le tourisme, beaucoup de choses. Mais que le commerce, ça y est, j'ai noté. Merci beaucoup, Jacques Ressel, d'avoir été avec nous. Donc, le délégué général de la Fédération de la grande distribution et du commerce. Bon voyage à New York. Vous reviendrez nous parler de ce big show du commerce mondial à New York.